Bonsoir à tous, il est 18h, c'est parti pour une petite heure d'actu en Savoie-Mont-Blanc. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Au programme de ce jeudi 14 mars 2019, santé et sport font bon ménage. On le sait, une confirmation de plus ce soir avec une initiative d'Audrey Auchard et la Ligue française contre la sclérose en plaques. Elle organise une journée ski dans quelques jours à Pézet-Valandry. Son nom remonte la pente, on en parle dans la première partie de cette émission. Elle est accompagnée d'une bénévole de la station de Pézet-Valandry. 450 d'amitié entre la France et la Suisse, 450 d'une situation insolite, un village coupé en deux par la frontière, celui de Saint-Gingolph sur les bords du Léman. Une année de festivités s'annonce. Joël Grandcolo me rejoindra sur ce plateau pour en parler. Et enfin de la lecture et de belles histoires à découvrir aussi tout à l'heure avec la petite sélection de BD de Vincent Poirier de BD Fugue. Et à 18h30 évidemment c'est le JT avec Clémence. Et on commence avec un petit rappel des titres. Salut Clémence. Salut Fanette. On va commencer avec une première et des images trop mignonnes. Et des images trop mignonnes, oui, puisque c'est des images d'enfants qui ont pu s'essayer une compétition de draisienne sur neige au Corbier ce mercredi. C'est la première fois donc qu'une station de ski accueille un tel événement. Et là, Camille Rivollet était sur place. Elle nous propose ces images trop choues dans le journal. Et puis un grand rendez-vous qui se prépare du côté d'Annecy. Oui, c'est une rencontre aussi dans ce journal. Elle s'appelle Marine Arnaud, elle est costumière. Depuis près de 9 ans, chaque année, elle crée un costume pour le carnaval vénitien. Le jour J, c'est elle qui porte ses créations et c'est Juliette Vincent-Seigné qui est allée à sa rencontre. On enchaîne avec notre revue de presse et vous l'avez peut-être constaté si vous avez l'habitude de nous suivre en live sur notre page Facebook. Hier, ça n'a pas fonctionné, mais il n'y avait pas que nous. La Terre entière était concernée par ce gros bug. Exactement. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Pour certains, ça l'a été, apparemment. Alors, c'est un peu triste d'ailleurs de le dire, mais les réseaux sociaux Facebook et Instagram notamment ont été victimes d'une gigantesque panne. Alors, gigantesque, comme tu le disais, puisqu'elle a touché, entre autres, la France, l'Angleterre et une partie des États-Unis. Elle nous a touchés, nous aussi, dans les studios. Donc d'habitude, effectivement, vous pouvez nous retrouver en direct, là, maintenant, sur Facebook, comme ce soir. Hier soir, c'était pas possible. Et puis, pareil pour nos stories Instagram. On présente nos invités qui vont venir sur le plateau et les titres du JT. Vous ne les avez pas eus, du coup, hier soir. Mais à culpa, on s'en excuse. Mais pour le coup, c'est pas notre faute. Ce soir, tout va bien pour nous. Donc ça roule, tout va bien. Et tout a repris. Et on ne sait pas vraiment trop ce qui s'est passé, plein de serveurs. Il n'y a pas eu d'explication encore, effectivement, pour le moment. Je pense qu'ils sont assez frileux sur les explications à donner, mais tout va bien maintenant. On va parler politique. Ça s'agite autour de la venue de Marine Le Pen en Savoie ce week-end. Et oui, puisqu'elle est attendue en Savoie ce samedi, 16 mars, pour un meeting avant élection européenne. Alors, elle devait visiter la rotonde de la gare SNCF Chambéry. La visite a été annulée. La CGT n'y est peut-être pas pour rien. Alors, officiellement, la visite a été annulée pour des questions d'agenda, tout simplement. Et le meeting aura lieu au gymnase de La Rochette. En coulisses, il se dit que la CGT, en fait, a exercé une pression depuis plusieurs jours, une pression contre sa venue. Le syndicat avait même appelé un rassemblement samedi, jour de sa visite à la rotonde, dès 9h pour dénoncer sa venue. Guillaume Pépi, le président du groupe SNCF, avait quant à lui réagi à l'annonce de la venue de Marine Le Pen en ces termes. Lieu de la résistance contre l'envahisseur nazi, lieu de la résistance, c'est la rotonde à Chambéry. Pas de visite donc à la rotonde, pas de manifestation non plus prévue à 9h30 puisque la visite est tombée à l'eau. C'est la première visite apparemment de Marine Le Pen en Savoie. Ça commence bien. Et puis on aura son interview lundi dans le JT puisqu'on ira la voir à La Rochette. Absolument. Et toi Fanette, pour ta revue de presse, on commence par le tabac, on sait, c'est nocif, mais l'air l'est aussi. L'air l'est aussi, malheureusement, c'est à lire sur le site internet de France Inter. Demain, des centaines de marches organisées par des jeunes collégiens, lycéens, étudiants, des marches pour le climat. Samedi, il y a d'autres marches qui sont également organisées par des collectifs et citoyens partout en France. C'est aussi le cas évidemment en Pays de Savoie. Aujourd'hui, 4 ONG signataires de la pétition L'Affaire du siècle ont déposé un recours au tribunal administratif de Paris contre l'État pour inaction climatique. Et tout ça, c'est peut-être pas pour rien parce qu'il y a un rapport qui a été publié cette semaine par des chercheurs allemands et chypriotes
qui montre que désormais dans le monde, la pollution de l'air tue plus que le tabac, c'est-à-dire qu'ils ont revu les chiffres à la hausse du nombre de décès liés à la pollution. En 2015, il y aurait eu 8,8 millions de décès dans le monde, 67 000 en France. Et pour le tabac, on en est à 7 millions dans le monde. Donc voilà, un chiffre particulièrement alarmant. On a souvent l'occasion de parler de pollution dans nos vallées alpines et en plus, c'est un hasard ou pas, mais la photo, c'est à Chambéry. C'est très préoccupant quand même. Photo d'illustration de France Inter. C'est préoccupant Voilà. comme situation. Et on continue avec un data center un peu particulier. Alors, il récupère de l'énergie. Oui, alors je vais tâcher d'être claire, mais surtout, on verra bientôt un reportage de Victoria qui était à l'inauguration ce matin. Ça a été tweeté par Tesam, qui est l'expert en matière d'innovation. Donc, c'est un data center un peu particulier qui a été inauguré à Annecy. En fait, un data center, c'est là où il y a des gros serveurs, où on stocke des données. Donc, il y a des enjeux de sécurité informatique colossaux. Il y a aussi des enjeux environnementaux, puisqu'on parlait pollution, justement, parce que c'est des lieux qui consomment énormément d'énergie. Et donc, celui-là est spécifique, puisqu'en fait, il baigne dans un espèce de liquide qui ressemble à de l'huile, mais pas tout à fait, qui permet en fait de moins consommer puisqu'il est refroidi. Donc voilà, c'est une innovation parmi d'autres pour essayer d'améliorer la situation et on verra bientôt un reportage dans le JT de Victoria là-dessus. C'est sur le Cool Label, je crois. Cool Lab, quelque chose comme ça. Avec plus d'explications de Victoria. Voilà, c'est ça. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Jacques est mes premiers invités pour parler santé et sport comme promis. Audrey, je vous en prie, bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Audrey Auchard, vous êtes patient experte pour la Ligue française contre la sclérose en plaques dans la région. Hélène Breul, vous êtes bénévole au ski club handisport de Pezay-Valandry. Avant de parler de la journée qui vous a bien mobilisé, j'en suis sûre toutes les deux, ces derniers jours, Audrey Auchard, vous avez 39 ans, vous êtes atteinte de sclérose en plaques depuis 13 ans. Cette maladie touche 115 000 personnes en France, essentiellement des femmes, 75%, 9 500 personnes en Rhône-Alpes. La spécificité de cette maladie, c'est que près de 80% des symptômes sont invisibles. Donc de quoi on parle quand on parle de sclérose en plaques? Alors c'est vrai que voilà, si vous me voyez dans la rue, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se dirait que je suis atteinte d'une pathologie invalidante et incurable à ce jour. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux central. Donc le fait d'être atteint au niveau du système nerveux central, ça déploie un panel de symptômes qui est très important. Donc, qui va effectivement des problèmes moteurs de marche qu'on souvent on identifie là parce qu'on va avoir besoin d'une aide technique, que ce soit canne ou fauteuil roulant. Mais par contre, ça va être des douleurs, ça va être des symptômes cognitifs, une fatigue très très importante et très invalidante. C'est vraiment un des symptômes le plus pénible et le plus difficile à gérer pour la plupart des patients. On va avoir des troubles urinaires, troubles de la sexualité, de la dépression, voilà, tout un tas de symptômes qui, de l'extérieur, ne se voient pas du tout. Et c'est une maladie, vous l'avez dit, qui est aujourd'hui incurable. Je ne sais pas où en est la recherche, vous allez nous le dire, mais aujourd'hui, on ne guérit pas de la sclérose en plaques. Non, on n'en guérit pas. Il y a pourtant une recherche qui est très active dans cette maladie-là, c'est une vraie chance. On a des traitements, des thérapeutiques aujourd'hui qui vont limiter, on va dire, les phénomènes inflammatoires qu'on appelle des poussées, mais qui vont avoir, on va dire, une efficacité relative, entre guillemets, qu'on situe à peu près autour de 30%, qui ont des effets secondaires qui sont quand même non négligeables, que, en fonction des patients, vont plus ou moins bien supporter. Voilà, on dit qu'il y a une sclérose en plaques par personne. C'est vraiment un petit peu ça, parce qu'on en a un visage différent en fait, en fonction de qui est atteint. Alors il y a peut-être un point commun par contre entre les malades. Vous vous êtes rendu compte que la pratique du sport vous avez fait du bien et continue, je suppose, de vous faire du bien. Et c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux. Ce soir, vous organisez une journée. Ça sera le 22 mars prochain à Pezay-Valandry, en Tarentaise, une journée ski adaptée. Comment vous avez eu l'idée de cette journée ?
Alors, l'idée, elle vient de deux choses. La première, c'est Benjamin Veltin, qui est un autre patient expert de la Ligue française contre la sclérose en plaques, qui fait une journée de ski adapté dans les Vosges depuis 3 ans maintenant. Et la deuxième raison, c'est que je me suis mis en 2015 au handi-ski, d'où la rencontre avec Hélène et le ski club et d'autres. J'ai vraiment découvert un univers non seulement très enrichissant, hyper positif, voilà, qui m'a apporté beaucoup, qui m'a permis de me dire que c'était vraiment possible et qu'on pouvait dépasser en fait les difficultés, que ce soit par des aides techniques, par l'aide des bénévoles, par l'encadrement nécessaire. Et du coup, j'avais forcément envie de faire profiter de tout ça à d'autres et de leur apporter la banane, tout simplement, quoi, sortir du quotidien de la maladie. Oui, la journée, elle s'appelle Remonte la pente. C'est vraiment l'objectif, alors notamment du club. Vous êtes pas mal de bénévoles, c'est votre cas, mobilisés sur cette journée. L'objectif, voilà, il y a une quarantaine de participants pour le moment annoncés. C'est vraiment de voilà, leur faire du bien. Oui, c'est déjà profiter des conditions montagne et puis leur montrer que le ski est pour eux aussi et qu'ils soient debout ou qu'ils soient trop fatigués, donc besoin d'un fauteuil, leur montrer que c'est pas fini, que le ski est toujours à leur portée et donc cette journée va leur permettre de découvrir la glisse. Tout le monde, tous les malades alors de sclérose en plaques, où vous êtes un club handisport qui réunit toute forme de handicap, tout le monde peut s'essayer aux joies de la glisse et assez bien fait aussi. Oui, tout à fait. Donc dans notre club, on a 2 fauteuils, 2 personnes en fauteuil, on a une malentendante. Il y a quelques années, on avait un malentendant, un malvoyant. Et puis on aura bientôt Audrey normalement. Donc voilà, on accueille tout type de handicap et on les accompagne, que ce soit en loisir ou en compétition s'ils veulent franchir les caps des piquets et d'aller en Coupe de France, voire plus loin parce qu'on a envoyé un des nôtres en Coupe du Monde cette année. Ça fait du bien, c'est-à-dire que là, les 40 personnes qui vont participer à cette journée le 22 mars, l'objectif c'est vraiment de leur faire du bien au moral mais aussi au corps. Alors, c'est principalement au moral et après, c'est aussi leur permettre d'avoir les informations nécessaires pour après pouvoir pratiquer en autonomie. Le but de la journée, c'est pas de dire on vous sort une fois dans l'année et puis c'est terminé. Le but, c'est vraiment de les informer sur ce qui existe, qu'est-ce qui est adapté à leurs difficultés propres pour après dire moi j'ai envie de refaire une session, je sais ce qu'il me faut comme adaptation, je sais qui contacter. Et je sais où aller pratiquer. Parce que c'est vrai que cette barrière-là, surtout dans les maladies chroniques, je trouve plus que dans les accidentés, ils ont vraiment du mal à passer le cap et de dire je peux aller dans un club handi. Moi-même, en étant debout, au départ, je pensais que j'avais pas ma place dans un club handisport, alors que pas du tout. Et au contraire, ça a été vraiment une super découverte. En général, quand on passe la porte d'un club comme le vôtre, après, on la repasse. Oui, ils restent avec nous et autant de temps qu'ils peuvent, quoi. Comment ça va se passer cette journée du 22 mars? Je l'ai dit, une quarantaine de participants, presque autant de bénévoles. Un objectif, la sensibilisation des malades, mais aussi peut-être du grand public. Bien sûr, au handi-ski. La bienveillance qu'il faut avoir aussi par rapport aux pratiquants et aux handi tout court. Et puis aux encadrants. Et puis il y aura aussi des soignants du réseau Rhône-Alpes-CEP et de l'hôpital d'Annecy. Donc pour eux, c'est aussi une possibilité de découvrir ce qui existe, mais de partager des moments hors parcours de soins pour pouvoir après en parler et pouvoir informer encore d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Voilà. C'était pas mal de travail, je suppose. Oui. Et puis, je vais juste rajouter que nous, dans le côté ski, ça permet aussi de voir quelles sont les adaptations que les stations peuvent faire niveau télésiège, niveau toilettes. Parce que quand on est fatigué, on a besoin de toilettes, c'est bien d'en avoir sur les pistes. Et puis d'avoir des accès pour les fauteuils qui sont fatigués, peuvent se poser. Voilà, donc grâce à eux aussi, nous, on permet de faire évoluer les stations pour pouvoir accueillir tout le monde avec n'importe quel handicap.
Et il y a encore du chemin en la matière? Dans certaines stations, oui. Oui. Dans certaines stations, Oui. oui. Et l'objectif, c'est, là, il y a une journée cette année, une première pour la Savoie, mais l'année prochaine, on Bien vous sûr, retrouve. bien sûr. On commence déjà à en discuter. L'idée, ce sera d'avoir cette fois-ci 2 journées, une en Haute-Savoie et une en Savoie, pour se rapprocher au plus près des personnes qui pourront bénéficier. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, je rappelle que toutes les infos sont en ligne sur le site internet de la Ligue et puis également sur vos réseaux sociaux. Normalement, par la magie de la régie, tout va apparaître en bas de votre écran. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. Avant de recevoir mon prochain invité, on va faire un petit détour par Annecy avec quelques petites images de l'initiative lancée aujourd'hui par la Water Family du Flocon à la Vague. Quelques courageux, vous le voyez, ont pris leur courage à deux mains pour faire une petite trempette dans une eau à 4 degrés aujourd'hui. Ça s'est passé donc à Annecy du côté de la plage d'Albini. L'idée était de célébrer le lac mais aussi sa fragilité. On en a eu un exemple flagrant cet été avec la sécheresse. Aujourd'hui, 14 mars, c'est la journée mondiale des rivières et des lacs et l'association fête ses 10 ans. Ils ont donc voulu marquer le coup. L'antenne de Rhône-Alpes accompagne tout au long de l'année près de 300 futurs professionnels de la montagne et du sport, des scolaires, des événements sportifs. Donc vous pouvez aller faire un tour sur leur page Facebook où ont été postées ces vidéos. Je rappelle le nom de l'association, Water Family du Flocon à la Vague. Un grand bravo à eux. J'accueille maintenant, comme promis, Joël Grandcolo, président de Saint-Gingolph Promotion Événements et coordinateur de l'organisation d'une année de festivités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 450 ans, le village de Saint-Gingolph, sur les bords du Léman, est coupé en deux par une frontière. Ça s'est bien passé à l'époque? D'après ce qu'on peut savoir, oui. Faut savoir que Saint-Gingolph a été pas mal ballotté entre différents gouvernements à toute cette époque. On sait qu'en 1536, par exemple, Saint-Gingolph était valaisan. Un peu avant, Saint-Gingolph était bernois, a été savoyard aussi à une certaine période. Et en fait, cette séparation, elle est survenue après une volonté d'amitié et de paix entre le royaume de Savoie et le futur canton du Valais. Donc voilà, cette séparation, en fait, elle a eu lieu déjà à l'époque par une volonté de bien s'entendre de chaque côté de cette future frontière. Comme quoi, une frontière, ça peut rapprocher et ça peut être utile de le rappeler par les temps qui courent. Oui, alors oui, effectivement, quand on voit un peu le contexte mondial, on peut penser que voilà, les frontières, elles ont tendance un petit peu à séparer les gens. Pour prendre des exemples que tout le monde connaît, on aurait plutôt tendance à y construire des barrières ou des murs. Nous, à Saint-Gingolph, au contraire, encore cette année, on va même encore inaugurer un pont supplémentaire au-dessus de cette frontière. Donc voilà, tout le symbole est là, je pense, et pour montrer que malgré tout ça, on est vraiment un seul et même village. C'était important de célébrer cette année, 450 ans? Oui, alors faut savoir que ça n'a jamais été vraiment célébré, cet anniversaire du traité de Thonon. On a souhaité vraiment le mettre en avant cette année parce que depuis voilà, une petite dizaine d'années maintenant, on constate que les collaborations entre les deux communes, elles sont beaucoup plus importantes qu'avant. Jusqu'à il y a 10 ans à peu près, c'était vraiment un petit peu chacun de son côté. Les seules choses qui faisaient un peu le lien, c'était les associations. On a une vingtaine d'associations qui sont quasiment toutes binationales, comme la fanfare, le club de foot, le sauvetage, le ski club, le groupe folklorique par exemple. Depuis quelques années maintenant, les communes travaillent ensemble à des projets Il y a deux d'aménagement. conseils municipaux, Voilà, oui. communaux distincts, évidemment, mais il y a des coopérations qui se font. Voilà, ouais, donc il y a donc, comme vous le dites, deux communes distinctes. Donc il y a un maire côté français, un président de commune du côté suisse. C'est très bien géré de chaque côté, mais la situation fait que sur certains sujets, il faut s'entendre. Et on a la chance d'avoir deux communes maintenant qui ont la volonté de travailler ensemble et qui arrivent à concrétiser de magnifiques projets. On en a encore inauguré un l'année dernière, qui est un parcours didactique consacré à l'histoire du village et qui est voilà, à cheval sur la frontière, qui passe plusieurs fois la frontière au cours de son cheminement. Et c'est des projets qui sont reconnus au niveau européen, par exemple, pour ce qui est du financement. Donc voilà, en tout cas, les communes travaillent à ça et c'est pourquoi aussi on a un office de tourisme franco-suisse maintenant pour promouvoir une destination.
Vous allez coordonner, vous avez déjà certainement Oui. commencé l'organisation de toute cette année de festivités. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous porte tant dans cette histoire-là, dans cette coopération-là? Parce que c'est une situation assez inédite dans le monde, hein, ce village coupé en deux. Vous, qu'est-ce qui vous passionne dans cette histoire-là? Alors moi je suis pas d'une famille originaire de Saint-Gingolph, mais voilà je suis né à Évian et j'ai toujours vécu dans ce village et quand on fait le pas de rentrer dans une association ou de s'investir un petit peu dans la vie du village, je crois pouvoir dire qu'on est assez vite pris au jeu de cette vie villageoise qui est pas mal dynamique par rapport à d'autres communes alentours. Et je pense que justement cette frontière elle joue le rôle d'accélérateur un petit peu on a deux cultures qui se rencontrent, voilà, deux mentalités un petit peu différentes, mais qui au final, nous côté français, on est un petit peu au bout de la France, du côté suisse, ils sont un petit peu au bout du canton du Valais. Parfois, on a tendance un petit peu à être oubliés par nos gouvernements nationaux respectifs. Et justement, c'est peut-être cette envie de nous faire entendre et de nous faire connaître qui nous pousse à développer ce village et puis à le faire bouger comme on essaie de le faire, quoi. Alors, pas mal de choses tout au long de l'année. Il y a toutes les infos sur le site 450 ans.saint-gingolph.com. Un ou deux temps forts? Alors, notre prochain gros temps fort, ça sera la grande fête de l'amitié franco-suisse, comme on l'a appelée. Elle aura lieu les 29 et 30 juin prochains. Notre volonté, c'est de mettre en avant tous les acteurs de Saint-Gingolph dans un village de fête qu'on installera sur le bord du lac, sur nos quais. Et voilà, c'est vraiment d'inviter les gens à venir faire la fête avec nous, fêter cette amitié pas comme les autres et comme vous le disiez, un peu unique au monde, avec des concerts gratuits, avec des croisières sur le lac, feux d'artifice, etc. Donc voilà, on invite tous ceux qui nous regardent à venir festoyer avec nous, comme on dit. Et voilà, et puis peut-être qu'ils se découvriront une âme de Gingolais à venir fêter une amitié franco-suisse avec nous. Eh ben, rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'être Merci. venu nous parler de cette belle amitié franco-suisse. Merci bien. Merci. De la lecture pour aller jusqu'au JT, Vincent Poirier de BD Fugue me rejoint. Salut pour sa petite sélection de bandes dessinées. Oui. Merci d'être là. C'est Toujours un pas parce bonheur, que tu un viens plaisir. souvent qu'il ne faut plus le dire. Alors on va commencer. Donc 4 bandes dessinées aujourd'hui. On va commencer avec de la douceur, de la poésie. Oui, on va tout commencer en mignon. douceur parce qu'après c'est un Oui, peu plus... hein. Voilà, j'ai fait crescendo. Oui. Les fleurs de grand frère, c'est presque une poésie en bande dessinée, hein. L'histoire effectivement du grand frère de notre narrateur qui se découvre un matin des fleurs lui ayant poussé sur la tête. Alors je le dis tout de suite, la question ne se posera pas du pourquoi elle pousse, est-ce que ça va lui donner des pouvoirs magiques ou quoi que ce soit, ça va vraiment rester dans quelque chose de très poétique. On ne sait pas trop d'où ça vient d'ailleurs. On ne sait pas d'où ça vient et on s'en fiche, en fait. Ça déclenche quelque chose de très doux, le dessin est très beau en plus, donc c'est vraiment... C'est voilà, une vraie poésie du quotidien, ça peut être lu très jeune. C'est ce que j'ai demandé à lu partir par un de parent quel âge à même peu très près. jeune, parce D'accord. que finalement, à partir du moment où il y a cette part de poésie, il y a une part d'interprétation qui peut être laissée à l'enfant, au lecteur, à l'adulte, peu importe, qui fait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs possibilités de le comprendre dans sa simplicité immédiate, mais aussi en allant un petit peu plus loin. C'est ce qui fait que dès très jeune, ça peut avoir déjà une belle résonance. Donc Les fleurs de grand frère de Gaël Genillet. Donc, Je ne sais pas comment ça se prononce. Ça m'a l'air très bien dit. Ensuite, on monte un peu, Ouais. voilà. On reste un univers personnage jeune, mais... Voilà, c'est ça. C'est jeune, mais univers assez violent, assez réaliste du Oui. côté de Mayotte. Oui. Tropique de la violence. Tropique de la violence, oui, donc du côté de Mayotte, qui va nous raconter l'histoire de Moïse. Moïse, en fait, il a été abandonné à la naissance par sa mère. Il a les yeux vermillons, il y en a un marron, il y en a un vert. Elle est persuadée qu'il a quelque chose Le diable. Voilà, le diable en lui. L'infirmière va le recueillir, Marie, et elle va essayer de le faire grandir. Donc il se retrouve adopté dans une Mayotte qui n'est pas forcément facile à vivre. Il y a notamment tout un bidonville avec des immigrés illégaux qui sont finalement dans une violence extrême au quotidien pour survivre. Et le jeune Moïse, à 13 ans, va commencer effectivement
à frayer avec ces gens-là. Même s'il avait une éducation de blanc, comme il lui est dit, c'est terrible, hein, ce système de caste, il est justement un petit peu déconsidéré à cause de ça au départ, donc ils se sont obligés de prouver qui il est, et en même temps il a quand même quelques petits réflexes humains qui lui font, avec une certaine naïveté, perdre la confiance à certains moments, puis à d'autres, au contraire, il a besoin encore de prouver les choses. Enfin, on est dans une violence qui monte en fait en permanence, et c'est effroyable à lire, fascinant en même temps, et malheureusement en plus, c'est vrai, le bidonville renommé de Gaza, dans lequel il va évoluer l'essentiel de l'histoire, la romancière qui a écrit, puisque c'est une adaptation de roman qu'il a écrit, a été en résidence à Mayotte quelques années et elle a vraiment assisté à des choses terribles. Donc son roman se veut un peu témoignage aussi. Et découpé de manière assez originale. Oui, on change de narrateur plusieurs fois. Par personnage un peu. Oui. Donc ça permet effectivement d'avoir à la fois plusieurs points de vue, mais pour une seule et même histoire. Donc ça enrichit parce qu'on n'a pas une seule façon de le traiter et on voit ce Moïse évoluer de manière assez terrible. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que c'est pas un ouvrage qui est fait pour pointer du doigt. Je pense que c'est pas la romancière, c'était pas son objectif premier. Par contre, c'est vrai qu'il était important aussi de témoigner de cette violence-là, et donc elle le fait de manière prodigieuse parce qu'on est happé du début jusqu'à la fin, difficile de s'arrêter, même au petit déjeuner. Oui, parce que je l'ai commencé au petit déjeuner, mais je l'ai terminé au café de 14h. Tropique de la violence, donc de Gaël Henry. Ensuite, alors une autre forme de violence, Oui. alors dans un autre univers, je vais y arriver, PTSD, c'est le nom anglais, en gros, pour le syndrome post-traumatique, notamment des vétérans. Donc là, ça se passe au Japon, mais une sorte de flou. Japon un peu fantasmé, Voilà. une Asie. Il y a plein de codes effectivement du Japon, mais c'est pas dit officiellement. La guerre, on ne sait pas trop de quelle guerre on ne sait pas non plus parle laquelle. June, le personnage principal, revient de cette guerre, effectivement. Elle a perdu un œil, elle a perdu beaucoup plus que ça en réalité. Et elle se retrouve complètement démunie de tout. Le gouvernement n'a pas véritablement prévu ce retour des vétérans. Elle se retrouve à la rue, elle se retrouve droguée, obligée effectivement de se droguer. Enfin, elle pense l'être en tout cas, pour pouvoir tenir le coup. Et elle est hantée par cette guerre et peut-être une nouvelle qu'elle va déclencher ou qu'elle croit mener en tout cas dans les rues de ce Tokyo fantasmé. Et c'est bon, il y a tous les ingrédients, j'ai envie de dire, même d'un bon film d'action, ça pétarade de partout, c'est extrêmement dynamique, le dessin est superbe, il y a des nuances de lumière, de mise en scène, de vue, c'est vraiment remarquable le travail de Guillemot Singelin, qui habitait à Tokyo en plus à ce moment-là, quand il a eu l'idée. Donc il avait de quoi s'inspirer. Mais derrière, il y a aussi finalement tout un regard sur ce que l'homme peut lui-même autodétruire de ceux qui pourtant sont là pour défendre et sauver. Enfin, ça mène à plein de questions. Et puis il a beaucoup travaillé, de ce que j'ai compris, sur le syndrome post-traumatique. Oui, il n'a pas fait ça par hasard. Voilà, oui. donc c'est assez documenté. Oui. Il sait de quoi il parle. Bon, c'est pas pour autant que tout est dit de ce qui pouvait être dit, mais il sait de quoi il parle. Il s'est pas dit, tiens, je vais parler de ça, ça doit être cool. Non, il y a vraiment une construction de l'histoire qui est tirée de recherches qu'il a fait. Moi, c'est mon coup de cœur de la sélection et je crois de Camille aussi qui les a lus. Alors celui-là, celui-là, je savais que ça te... Oui, je me suis dit... Mais tu as tort. Mais je n'en doute pas. Alors, de ce que j'ai compris, il y a eu pas mal d'adaptations autour de Conan, mais celle-ci, paraît-il, il faut la voir, il faut la lire. Elle est déjà considérée comme la meilleure. Voilà. Que ce soit dans le microcosme de la bande dessinée, beaucoup aussi dans le comics, même s'ils regardent toujours outre-Atlantique pour eux de manière un petit peu moins passionnée. Et pourtant, Moorcock est un des plus grands romanciers de fantasy. Lui décerne vraiment le prix de la meilleure adaptation. Pour lui, l'essence même de Conan, qu'on connaît, Conan le barbare, ici c'est donc son nom Conan le Cimérien, Conan. Oui, j'étais en train de me dire, je ne l'ai pas prononcé correctement. On va dire comme tu dis. On dit Conan aujourd'hui. Et donc c'est vrai que là, c'est la première nouvelle officielle qui est adaptée par Robin Recht. Robin Recht, qui est un dessinateur, ici auteur complet, qui a le sens du spectacle. En fait, on est au cinéma, on s'en prend plein les yeux.
pour un récit qui va nous amener sur plusieurs ressorts des histoires de Conan. Et c'est la première nouvelle officielle qui est adaptée ici avec un Conan qui se retrouve complètement démuni. Tous les ennemis face à lui peuvent que trépasser. Et sauf que là, il se retrouve face à la fille du géant du gel. Elle est une mi-déesse, elle est nue, elle est envoûtante. Et est-ce que finalement, cette possible fragilité ne serait pas aussi sa force face à l'indétrônable Conan, le barbare? Voilà, c'est un récit assez punchy, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est du très, très grand spectacle, comme seule la bande dessinée est capable de le faire, bien plus qu'au cinéma, là, pour le coup. Il nous reste 10 secondes pour dire que l'auteur sera à Oui, BD Fugue oui, on est samedi très, de très 15h à content. 19h C'est ça. à Annecy. Donc, un mot. Bon, venez samedi Venez. après-midi rencontrer Robin Reich. C'est un vrai bonheur de l'avoir avec nous Et il pour sera cet pas album. tout seul. Et d'autres, hein, il en a d'autres également. Et il y a un autre dessinateur, effectivement, Patrick Hitt, qui vient, lui, pour un recueil d'illustrations de pin-up. C'est beaucoup d'illustratrices qui font de la pin-up. Lui, il nous offre un recueil entier qui est extrêmement beau et qui plaira à beaucoup de monde. Et donc, ça se passe chez BD Fugue à Bonlieu, à Annecy, de 15h à 19h samedi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Et Fanette. Vincent, on te retrouve le 9 avril sur le plateau. Exactement. Merci, à Merci. bientôt. Clémence me rejoint pour un tout petit rappel des titres avec une course de Draisienne pour commencer. Et oui, c'est les enfants qui ont pu s'essayer une compétition de draisienne sur neige au Corbier. C'est la première fois qu'une station accueillait ce genre de course. Et puis le carnaval vénitien qui se prépare. Oui, rencontre dans ce journal avec Marine Arnaud. C'est une costumière depuis près de 9 ans. Chaque année, elle crée un costume pour le carnaval vénitien. On va voir ça dans le journal. A tout de suite pour le JT juste après la pub.